Plusieurs études ont été réalisées pour essayer de voir si le fait de donner à ces enfants des médicaments psychostimulants à un âge vulnérable du développement du cerveau sensibiliserait leur cerveau à une future addiction. Je dirais que les informations obtenues sont ambiguës. Certaines ont montré une augmentation de la vulnérabilité face à la dépendance chez les individus traités à la Ritaline pour leur hyperactivité. D'autres études ont montré le contraire. Bref, la conclusion n'est pas si simple. Le nombre de patients traités pour leur hyperactivité semble considérable. Mais ce n'est rien comparé aux 300 millions de consommateurs d'un autre type de psychostimulant délivrés sur ordonnance, les antidépresseurs. Spécialiste de la dépression sous ses aspects biologiques, psychiatriques et pharmacologiques, Michel Hamon étudie les mécanismes d'action des antidépresseurs. La dépression, intuitivement, on sait ce que c'est, bien sûr. C'est de l'humeur triste, c'est la définition accessible à tous. Mais c'est aussi un certain nombre de symptômes qui démontrent très clairement qu'on a affaire à une pathologie, une véritable maladie. C'est en particulier une mésestimation de soi. On a l'impression qu'effectivement on ne vaut plus rien. C'est aussi une perte de la motivation, une perte de l'élan vital en quelque sorte. C'est-à-dire on a une incapacité à rechercher, à éprouver le plaisir dans la vie quotidienne, les activités de la vie quotidienne, et compris s'exprimer dans le travail, par exemple. Donc là, on perd cette motivation. On estime environ à 15% de la population qui peut présenter à un moment ou un autre de son existence, effectivement, un épisode dépressif. On sait aujourd'hui que le cerveau des dépressifs présente un déficit en sérotonine, qui est un neurotransmetteur indispensable à notre bien-être. Ce déficit en sérotonine touche plusieurs zones du cerveau. D'abord, le striatum, qui gère les mouvements inconscients. Puis, le thalamus et l'hypothalamus, qui régulent des fonctions corporelles, comme la température, l'appétit et le sommeil, des fonctions perturbées chez les dépressifs. Deux autres structures sont aussi touchées. L'amygdale, qui déclenche les réflexes de peur, et l'hippocampe, qui traite la mémoire de nos émotions. Les antidépresseurs qu'on utilise aujourd'hui agissent sur la sérotonine, comme les psychostimulants sur la dopamine. Leurs molécules ralentissent la recapture de la sérotonine. La sérotonine peut alors activer ces récepteurs en permanence. On connaît les cibles des antidépresseurs. Ce sont les neuromédiateurs qu'on appelle les monoamines. C'est actuellement, avec les antidépresseurs qu'on utilise le plus souvent, d'abord la sérotonine. C'est aussi la noradrénaline, et on développe maintenant des médicaments qui ont la cible mixte, sérotonine, noradrénaline. Et puis ensuite, il s'avère que quand on agit sur ces neuromédiateurs, eh bien la dopamine est touchée aussi. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, c'est aussi la capacité de rechercher, d'éprouver le plaisir, ce qui a été perdu chez le sujet dépressif. Mais ça ne veut pas dire que seuls les neurones qui contiennent la sérotonine sont activés. C'est une espèce de cascade, c'est-à-dire à partir du moment où la sérotonine va mieux, eh bien, ça retentit aussi sur la noradrénaline, sur la dopamine, et l'ensemble des systèmes à monoamine d'abord, et puis les autres systèmes de neurones aussi, eh bien, effectivement, ont leur activité améliorée, en partie rétablie. Michel Hamon travaille aujourd'hui sur des molécules qui ne s'attaqueront plus seulement aux symptômes de la dépression, mais à leur cause directe, le stress. À partir de là, on a pu reproduire des modèles animaux de dépression qui reposent effectivement sur l'exposition des animaux à des stress répétés.
Et il y a un modèle qui est très validé de ce point de vue-là, qui marche très très bien. Et donc on va traiter ensuite les animaux avec des antidépresseurs et on s'aperçoit qu'effectivement, les déficits comportementaux qu'on a induits par les stress répétés et qui s'apparentent beaucoup aux symptômes de la dépression chez l'homme peuvent être corrigés par les antidépresseurs. Donc à partir du moment où on a trouvé ça, eh bien on a pu explorer chez l'animal ce qui se passe dans l'organisme et en particulier au niveau cérébral. Et ça consiste réellement en une avancée dans la connaissance des processus biologiques associés aux troubles dépressifs. Dans le cerveau, le stress s'attaque d'abord à l'hypothalamus, l'un des régulateurs de l'appétit et du sommeil. L'hypothalamus transmet alors ses ordres à l'hypophyse, une glande minuscule et toute puissante qui sécrète une autre forme de messager chimique, une hormone. Contrairement aux neurotransmetteurs, cette hormone, appelée ACTH, est capable de voyager par vaisseau sanguin dans toutes les parties du corps. Donc si c'est une hormone, ça veut dire qu'elle est libérée dans le sang et va agir sur une cible, en l'occurrence une glande qu'on trouve sur les reins et qui s'appelle par définition glande surrénale. Et dans la zone, dans l'écorce, qu'on appelle le cortex de cette glande, se trouve donc la cortico-surrénale. L'ACTH agit sur des cellules à ce niveau et excite ces cellules, et ces cellules vont libérer maintenant ce qu'on appelle le cortisol. C'est l'une des hormones, et c'est même, je dirais, l'hormone majoritaire, qui permet à l'organisme de réagir au stress. Le cortisol déclenche une mobilisation générale de l'organisme et une exploitation intensive de ses réserves d'énergie, les sucres et les graisses. Puis, le cortisol retourne au cerveau pour informer l'hypothalamus qu'il a fait son travail. Et normalement, quand le stress a disparu, le cycle s'apaise et l'organisme retrouve son état d'équilibre. Mais il arrive que le cortisol s'emballe et qu'il tourne sans s'arrêter. C'est la voie ouverte vers la dépression. Le sujet dépressif, c'est un sujet dont le système de stress, de réaction au stress, est constamment actif. L'idée, c'est d'empêcher cette action du cortisol. Et donc d'agir directement sur cet axe pour ralentir son activité. Et on a des produits qui marchent très bien chez l'animal, qui donc empêchent l'activité excessive de cet axe. Il y a des tentatives qui ont été faites déjà chez l'homme, avec des résultats qui semblent encourageants. Le fait d'être déprimé, etc., c'était quand même considéré comme quelque chose de négatif il y a encore quelques années, et ça l'est certainement encore dans certains milieux, alors que c'est une vraie pathologie, c'est une vraie maladie, les gens souffrent, et il y a un substratum biologique, on voit dans le cerveau ce qui se passe dans le cerveau malade, et on voit ce que font les médicaments sur le cerveau malade. Donc compte tenu de ça, pour moi, c'est une pathologie, au même titre que la dépendance aux drogues. Un toxicomane, c'est quelqu'un qui est malade. C'est pas quelqu'un qu'on doit traiter ou considérer comme un délinquant. C'est un malade. Encore une fois, il a eu une certaine appétence pour le produit, pour la drogue à un moment donné. Et le fait qu'il l'ait pris et sa vulnérabilité particulière fait que maintenant il est malade et qu'il faut absolument le soigner. Ces gens-là sont des malades, les déprimés sont des malades, les phobiques sont des malades, donc les troubles du comportement sont de véritables maladies. We'll ever love you, the way I can love you, there's nobody's that strong. Love's bittersweet. Pero si no se da. Quiero que vengas conmigo al Valle, Gabriel. No one can keep. Partout dans le monde, les gouvernements multiplient les campagnes de prévention contre la cocaïne. Il faut bien le dire, sans grand effet. Pour les chercheurs, l'addiction n'est pas un choix.
La toxicomanie, une véritable maladie du cerveau? Notre volonté et le contrôle de nos pulsions dépendrait-il de l'équilibre interne de notre cerveau? L'une des qualités les plus précieuses du comportement humain, c'est le contrôle volontaire. Après tout, quand on y pense, la liberté est une des valeurs les plus importantes. Les gens se battent pour elle. Mais la liberté n'a de sens que s'il y a contrôle volontaire. Pour que nous soyons capables d'exercer un contrôle volontaire, certaines zones du cerveau doivent fonctionner correctement. Et si elles ne fonctionnent pas correctement, peut-on alors parler de contrôle volontaire? L'homme ne serait-il que l'esclave de ses neurones? Nos décisions sont-elles le fruit de nos raisonnements ou le produit de la grande pharmacie qu'est notre cerveau? Que devient notre libre arbitre dans tout ça? On a tendance à penser que le libre arbitre existe, mais ce n'est qu'une supposition. Autrement, nous aurions beaucoup de problèmes pour gérer les gouvernements, l'État et nos civilisations. Mais quelle est la limite du libre arbitre? À quel point est-il influencé par l'inconscient, par exemple, ainsi que par les récompenses qui agissent sur l'inconscient? On ne sait pas, je ne sais pas. C'est une question très complexe. Et si vous me demandez un domaine de recherche majeur, en voici un, la question du libre arbitre. Plus importante encore que la question de la conscience, parce que c'est déterminant dans le fonctionnement de la société et dans la façon dont elle est dirigée par le cerveau d'individus. En lutte contre ses pulsions, déstabilisé par sa pharmacie intérieure, l'homme serait-il soumis à sa cuisine cérébrale? Personne ne peut plus ignorer à quel point la chimie du cerveau est un équilibre subtil, capable d'influencer tous nos comportements, nos attitudes, face aux drogues en particulier. Les drogues stimulantes, comme la cocaïne ou les amphétamines, ciblent dans le cerveau le circuit du plaisir. La prise d'otage de ce circuit, sur lequel reposent nos instincts et nos réflexes de survie, conditionne le cerveau à rechercher la drogue, à céder à ses impulsions. Les déséquilibres de la chimie du cerveau permettent de retracer l'origine des troubles psychiques. Les antidépresseurs, d'ailleurs, corrigent des anomalies parfaitement observables dans le cerveau des dépressifs. Les travaux des scientifiques engagent désormais la société à changer de regard sur ces véritables maladies que sont la dépression et la toxicomanie. Demain, après la cocaïne et les stimulants du plaisir, on renverse la vapeur. On parle des opiacés et tranquillisants. On verra comment le cerveau s'adapte, puis se désensibilise au plaisir jusqu'à ce que la dépendance s'installe. Une dépendance qui finira par dépasser le stade psychologique pour devenir physique et durer parfois toute une vie. À demain ici et tout de suite sur le net.